À mes côtés, eh bien, ma nouvelle partenaire et coéquipière Monique. Bonjour Monique. Bonjour Gilbert. Voilà, alors elle remplacera tout simplement mon coéquipier Didier qui est quelque part en train de se bronzer sur peut-être quelques plages du côté de la Grèce. Alors les Vénards. Voilà, les Vénards. Oh, on est très bien ici, on se bronze sous les projecteurs, c'est tout aussi bien. Et avec ça, on a des milliers d'amis derrière nous qui nous écoutent. Alors l'émission d'aujourd'hui, eh bien l'émission d'aujourd'hui, malheureusement, elle est complètement modifiée. Car en effet, je devais avoir une invitée que je devais aller récupérer à 3h, à 15h à la place de la Liberté à Toulon. Cet invité, c'était Franck Athème, qui venait d'Aix, et je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, on a attendu jusqu'à la dernière minute, et puis à la dernière minute, on a dû se résoudre à revenir. Et donc, au pied levé, nous allons faire une nouvelle émission. Alors, cette émission qui était prévue au départ, c'était sur la pensée positive. Nous allions parler de Joseph Murphy. Et donc de la façon de réfléchir, la façon de réagir et la façon aussi de pouvoir avoir des pensées positives et leur influence. Donc ça sera probablement pour une prochaine fois. Alors au pied levé, eh bien, nous allons faire une émission n'ayant aucun document sous la main. Je vais donc devoir faire tout de tête. Et comme je sais que c'est un sujet qui intéresse aussi beaucoup de monde, et moi le premier, c'est vrai, nous allons parler des hauts lieux d'énergie et des sites énergétiques. Voilà. Alors pour tous ceux qui voudraient nous poser des questions, eh bien je vous invite à le faire au 94 61 29 16 en direct des studios de Radioactive. Voilà. Alors Monique, eh bien c'est vrai que pour un baptême, on peut dire que c'est vraiment jeté dans l'eau. Hein. C'est au pied levé, oui. C'est au pied levé puisque j'ai aucun document avec moi. Nous allons donc tout improviser. Ah ouais. Alors les hauts lieux d'énergie, est-ce que tu sais d'abord ce que c'est? Je pense que oui. Pas vraiment, pas vraiment. Un tout petit peu, j'en ai entendu beaucoup parler, mais pas vraiment. Il faudra que tu nous expliques. Ah, alors c'est ce que je vais tenter de faire avec le peu de documents que j'ai sur moi et toutes les informations que j'ai dans ma tête. Heureusement que celle-là, je les trimballe de partout avec moi. Alors, les hauts lieux d'énergie, en fait, c'est aussi des hauts lieux magiques. Parce que les hauts lieux d'énergie, ce sont des zones, des endroits sur la Terre entière où il y a des courants magnétiques, des champs magnétiques qui se concentrent dans certaines zones. Et ces courants magnétiques élèvent le taux vibratoire du lieu d'une façon très importante. Et cela a pour effet notamment de réharmoniser les énergies dans le corps, mais également aussi de pouvoir faciliter la méditation et aussi de favoriser la spiritualité tout simplement. Et sais-tu comment on a découvert tout ça en fait et comment on les a déjà utilisés dans le passé? Non, pas vraiment. Bon, et bien voilà. Tu as dû entendre certainement parler des mégalithes, menhirs, dolmens, pyramides, tout ça. Eh bien, il faut savoir que toutes ces pyramides, que ce soit des menhirs ou les cathédrales, eh bien, ont tous été implantés sur des zones où le magnétisme, le champ tellurique est extrêmement actif. Et là, des chercheurs tels que Paul Devereux ou tels que moi-même, puisque j'organise une expédition de recherche en pays cisteronnais dont tu vas faire partie, puisque tu seras la secrétaire de l'équipe. Oui, oui. Et avec des appareils tels que des magnétomètres, tels que des ompmètres, eh bien nous allons faire donc de la recherche, mais d'autres personnes l'ont fait, et on s'est rendu compte qu'à ces endroits-là, effectivement, le champ magnétique était très actif. Alors, il faut savoir que chaque personne, chaque être vivant a son propre champ magnétique. Champ magnétique qui peut être activé, réactivé, aussi bien par des exercices tels que toi tu pratiques aussi, notamment le Qigong, je crois. Oui, le Tai Chi Chuan, le Qigong, oui. L'énergie interne. Voilà, l'énergie interne. Eh bien, toutes ces méthodes-là ont pour effet de tenter de la maîtrise du corps, de l'esprit. Et de l'élever aussi. De l'élever et de réharmoniser les chakras, le plexus. Eh bien, quand on va sur des hauts lieux d'énergie, eh bien, c'est le même principe qui agit par un potentiel d'énergie extrêmement intense. Et ce potentiel d'énergie extrêmement intense, eh bien, a aussi la faculté de pouvoir nous guérir de certains maux. C'est comme ça que ça se passe, notamment dans des lieux tels que Lourdes, par exemple, encore que j'émets des réserves maintenant pour Lourdes, car effectivement, des zones comme Lourdes, ce sont des endroits où il y a, c'est devenu trop matériel. Trop touristique aussi. Trop touristique. Et nous l'avons dit, Dieu sait combien de fois dans nos émissions, la puissance de la pensée, de l'esprit, ce qui était aussi le thème de l'émission d'aujourd'hui au départ, eh bien, influence la matière. Et des hauts lieux d'énergie comme ça, eh bien, leur champ magnétique peut être modifié
2 fois légèrement, mais des fois extrêmement puissamment. Et donc ça peut, un haut lieu magique, peut comme devenir stérile. Bien sûr. S'il est trop ancré dans la matière par rapport aux bénéfices qu'on en retire et par rapport à tout le matérialisme qui peut être de tous les gens qui viennent l'habiter. Bien sûr. Alors, ces champs magnétiques, eh bien, sont connus depuis la plus haute antiquité. Alors, les moyens de détection, est-ce que tu les connais, les moyens de détection qu'on peut avoir? Non, pas vraiment, mais j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu. Eh bien, je vais me faire un plaisir de te l'expliquer, et à travers toi, je vais me faire un plaisir de l'expliquer à toutes les auditrices qui nous écoutent, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses, et tous les auditeurs aussi. Alors, les moyens de détection, eh bien, en premier lieu, tu as la baguette, la fameuse baguette de sourcier. Bien sûr. Tu as le pendule. Le pendule, oui. Voilà. J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ah, en prévision de nos recherches. Alors. Voilà. Voilà. Je vais bientôt le tester. Voilà, et bien, bientôt tu pourras le tester sur le terrain même. Eh bien, et il y a aussi le corps. Parce que le corps, en fait, est un gigantesque émetteur-récepteur et en fait un gigantesque pendule. Bien sûr. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui avaient leur corps qui réagissait comme un pendule. C'est-à-dire que lorsqu'ils étaient sur un endroit où il y avait par exemple une source, où il y avait un puits ou quelque chose comme ça, eh bien leur corps se mettait à girer littéralement. Et c'est vrai, c'est un phénomène assez stupéfiant à voir. Une fois, j'ai vu comme ça une personne qui s'est mis à tourner, à marcher en tournant, toujours en décrivant des cercles, et il lui était impossible de sortir de l'endroit. Bon, c'est un endroit qui n'est pas très loin d'ici, c'est du côté de Costebelle. Oui. Et malheureusement, c'est un des hauts lieux magiques de hier. En fait, c'était, j'en parlerai tout au long de l'émission peut-être, c'était un des hauts lieux d'énergie de hier qui a été malheureusement détruit en grande partie. Alors qu'est-ce qui s'est exactement passé? Pourquoi ce monsieur l'a titubé un petit peu? C'était une jeune fille. Eh bien, tout simplement parce qu'elle était extrêmement sensible aux différentes variations du champ magnétique, mais elle n'avait aucune connaissance, je dirais aucune connaissance physique, c'est-à-dire apprise dans les livres, tout ça. Par contre, elle avait une intuition très développée, elle avait un corps très sensible, et lorsqu'elle était sur des zones d'énergie, eh bien, son corps pouvait se mettre à girer, elle pouvait étendre son bras, et son bras réagissait comme un pendule. Moi, je l'ai vu, son bras se mettre à girer comme un pendule. Au début, elle était toute émerveillée, elle disait mais j'y comprends rien, qu'est-ce qui lui arrive à ce bras? Et c'était tout simplement, elle réagissait comme un pendule. De quelle façon le pendule réagit? Est-ce que tu le sais? Soit en tournant, soit de gauche à droite, ça dépend. Voilà, mais qu'est-ce que c'est qui le fait réagir? Est-ce que tu le sais? Toutes les vibrations, le magnétisme. Bon, je vais t'expliquer plus précisément ce que c'est. C'est tout simplement un réflexe musculaire incontrôlé de notre part. Oui. Voilà. En fait, c'est notre subconscient alors. Notre inconscient. Notre inconscient. Voilà. Ce qui se passe, c'est que toutes ces variations du champ magnétique, il suffit d'avoir un objet tel qu'un pendule ou même une simple bague que vous accrochez à un fil, ça suffira. Eh bien, lorsque vous allez vous brancher soit sur l'objet recherché, si vous cherchez par exemple de l'eau, vous allez brancher sur la vibration de l'eau, vous allez penser à de l'eau. Ou alors, ce qui est encore plus facile, vous prenez un témoin, vous mettez de l'eau dedans, et ensuite vous cherchez. Et ce qui va se passer, c'est que l'eau a une fréquence, un rayonnement. Alors évidemment, ne me demandez pas les longueurs d'onde, je n'ai aucun document ou presque avec moi. Donc je ne pourrais pas donc préciser tout cela. Et lorsque le corps va rentrer en syntonisation avec cette fréquence de l'eau qui est dans le sol, lorsqu'il va y passer dessus ou qu'il va en approcher, eh bien le pendule va être agité par des réflexes musculaires incontrôlés. Et ces réflexes musculaires viennent tout simplement du fait qu'il y a ce champ magnétique qui est contenu dans la main, qui rentre en symbiose avec celui qui est dans le sol. Et là, dans ce cas-là, vous avez un réflexe involontaire et incontrôlé qui a été mis en évidence notamment par le professeur Yves Rocard, qui était un grand physicien, qui a été beaucoup décrié par les scientifiques parce qu'il a touché à des choses que les scientifiques n'aiment pas quand on jette en bas certaines bases. Et pourtant, c'était pas un des moindres puisque c'est lui l'auteur du pont de Tancarville. C'est un des pères de la bombe atomique française. Donc ce n'est pas rien. Et lui, il a pu mettre tout ça en évidence, ce qui est fabuleux. Alors donc ça, ce sont des méthodes qui permettent de découvrir ces points d'énergie. Maintenant, comment dans l'Antiquité les connaissait-on? Eh bien, tout simplement parce que je pense que déjà les gens, par rapport à maintenant, étaient beaucoup moins matérialistes, donc beaucoup moins enclins à pouvoir côtoyer l'invisible, côtoyer les univers parallèles qui nous côtoient, qui nous entourent, mais que nous ne voyons plus. Je dis bien que nous ne voyons plus. Alors, je te pose une question. Oui. Par exemple, comment les Égyptiens ont-ils trouvé le lieu pour construire les pyramides, par exemple? Certainement avec les mêmes principes, c'est-à-dire qu'il devait y avoir... Alors,
les pyramides. Par exemple, la pyramide de Khéops, qui est la plus connue de toutes. Oui, que j'ai visité d'ailleurs. Que tu as visité, encore mieux. Eh bien, je ne sais pas si tu le sais, mais on a retrouvé des textes anciens où il est question que cette pyramide aurait été construite par des grands initiés avant le grand déluge. C'est-à-dire que cette pyramide, ainsi que quelques-unes d'autres, seraient antérieures au déluge. Et toujours suivant ces traditions, suivant ces textes, eh bien, on aurait caché à l'intérieur un savoir. Notamment dans le Sphinx, peut-être. Notamment aussi, probablement dans le Sphinx, où de plus en plus d'indices laissent à penser qu'il y aurait un souterrain qui mène du Sphinx à la pyramide, et qu'il y aurait effectivement des salles secrètes dans la pyramide, mais aussi au niveau du Sphinx. N'aurait-il pas un rapport avec l'Atlantide, par hasard? Évidemment qu'il y a un rapport, puisque la civilisation égyptienne, tout porte à croire qu'elle est une des filles aînées de la civilisation atlante. Oui. À la chute de l'Atlantide, eh bien, tout porte à croire que lorsque l'Atlantide s'est effondrée, et la semaine dernière, enfin cette semaine qui vient de passer, sur Télé Monte Carlo, je crois que c'était, il y avait un superbe film sur l'Atlantide. Pour ceux qui l'ont vu, c'était un très joli film à voir ou à revoir. Eh bien, à l'effondrement de l'Atlantide, eh bien, il y avait donc ces connaissants, disons, ces savants, on pourrait dire, qui ont quitté apparemment l'Atlantide au moment de l'effondrement ou juste un peu avant. Parmi eux, bon, je pense, c'était surtout des connaissants qui étaient dans le domaine du positif, je le suppose fortement, parce qu'eux ont vu des signes dans le ciel. Alors là, une fois en plus, les signes dans le ciel, on les retrouve par rapport à nos temps actuels. Oui. Donc là, on pourrait dévier aussi sur Paco Rabanne et compagnie. Oui. Alors donc, et ils auraient quitté peu de temps avant l'Atlantide et se seraient disséminés dans le monde entier. Alors certains passant par le détroit de Gibraltar, les fameuses colonnes d'Hercule, envahissant la Méditerranée, faisant des colonies, notamment Babylone et compagnie. Bien sûr, il paraît qu'il y en a 150 à peu près de colonies. Bah, moi je pense qu'il est très difficile de se donner une idée. Je connais un endroit, et c'est là où nous allons aller, où il y a des signes qui laissent à penser qu'une des colonies atlantes s'était installée. Ah. Voilà, c'est du côté d'un endroit qui s'appelle Mézières, parce qu'on retrouve dans certains textes effectivement les traces d'une peuplade, enfin d'un peuple qui était d'origine atlante, qui s'appelait les Mézières. Et on en retrouve des traces dans cet endroit qui n'est pas très loin d'ici. Tout ça est très intéressant. Voilà, donc tu vois que l'Atlantide n'est pas très loin de notre porte. Oui. Et donc toutes ces connaissants avaient la connaissance qui était apportée, on pourrait presque dire peut-être des étoiles probablement, de la détection de ces champs magnétiques, tout ça. Avaient-ils des appareils que nos appareils modernes n'ont peut-être rien à envier? Ça c'est possible. Nous n'avons plus les moyens de le savoir. On peut le supposer. Mais toujours est-il qu'ils devaient certainement connaître la radiesthésie et certainement l'utiliser. Et également utiliser aussi les facultés de leur corps. Et grâce à ça, on pu implanter dans des zones où le champ magnétique était particulièrement favorable à l'être humain, notamment, ont implanté des villes. Les Romains, par exemple, faisaient paître des moutons pour savoir si la ville était bonne ou mauvaise, si l'emplacement était bon ou mauvais, pour établir une ville, par exemple. Mais il n'y a pas également que les Romains ou quoi qui connaissaient. Nous avons les Chinois, par exemple, le fameux Feng Shui que tu connais bien. Bien sûr, qui traduit par le vent et l'eau. Le vent et l'eau, très bien. Et je ne savais pas, tu vois. Feng Shui, je ne savais pas que ça voulait dire le vent et l'eau. Oui, oui. C'est pas la sortie des portes du dragon que ça veut dire aussi? Peut-être, mais je sais que c'est le vent eau en fait. C'est peut-être un peu de la géomancie chinoise. Alors toi qui t'intéresses à la civilisation chinoise notamment, eh bien, je vais te donner quelques informations relatives à ça. Par exemple, quand tu as construit une maison, puisqu'on est en plein là-dedans, eh bien, voilà ce qu'il est dit. Par exemple, à l'Est, ça peut affecter la santé du fils aîné et susciter son malheur. Au Sud-Est, on peut avoir un effet nuisible sur les femmes en couche et généralement portera malheur à toutes les femmes qui vivent dans la maison. Bien sûr. Au Nord-Est, on peut apporter maladie au fils ou au petit-fils cadet. Au Sud-Est, la mère ou la femme la plus âgée aura tendance à avoir des maux d'estomac. Nord-Est, le père ou l'homme le plus âgé aura tendance à avoir des maladies pulmonaires ou de l'hypertension. À l'Ouest, la fille cadette aura probablement mauvaise santé. Sud, la deuxième fille aura tendance à avoir des maladies cérébrales et la petite fille aura la malchance pour tout. Et au nord, il y aura des problèmes de santé générale dans la famille et le second fils aura tendance à avoir des accidents.
Alors, nous avons là des informations qui sont à prendre, je pense, quand même avec des pincettes. Bien sûr. Je pense qu'il y a quelque chose à tirer de tout cela, mais je pense qu'on peut y réfléchir. Alors nous allons peut-être faire une première pause de quelques instants et nous allons écouter bien Equinox tout simplement. Un très joli morceau que tu as choisi. Oui, c'est Jean-Michel Jarre, oui. Voilà, Jean-Michel Jarre. Que j'aime beaucoup. Voilà, et je crois que le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, l'émission va être complètement bouleversée parce que eh bien, l'invité que nous devions avoir après un petit malentendu, eh bien, cet invité arrive. Donc nous allons prendre le cours normal de l'émission dans un petit moment. Alors pour l'instant, c'est encore les hauts lieux et sites énergétiques. Et je crois que nous avons un appel là, je crois que c'est Jean-Pierre qui nous appelle pour nous demander probablement quelque chose. Tout à fait. Allô? Mais non, pas Thierry, Gilbert. Allô? Allô? Allô Jean-Pierre? Tout à fait, Thierry, Gilbert. J'avoue qu'on n'a pas le retour là. On a des problèmes au niveau du retour. Comme toujours. Vous avez toujours des problèmes au retour. Ben je sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai qu'on a toujours eu quelques problèmes à ce niveau-là. Là. Bon, j'ai le casque, ça va. C'est un truc SNCF ou quoi? Bah, je ne sais pas, peut-être. Mais bon, là j'ai le casque, ça va, je t'entends très bien, mais le problème c'est que Monique à côté ne t'entend pas. Ah, bonjour Monique. Bonjour. Ah, tu l'entends, c'est bon. Un tout petit peu. Un tout petit peu, bon. Un tout petit peu. Oui, alors, quelle est ta question? Voilà. Je voudrais savoir pourquoi. Alors j'ai commencé, j'étais au service militaire, c'était dans les années 53-54 par là, à prendre mon collier, tu sais, de militaire avec ma médaille, Oui, en faire un pendule parce que j'avais pas autre chose. oui, Plus tard, j'ai pris l'alliance de ma mère avec un cheveu long. oui. J'ai essayé à différentes reprises, tous les 10 ans, j'essaye au moins une fois ou deux. Mhm. Il ne se passe rien quand je prends un pendule. Mais Oula, il y a de l'arsène. je sais Oui, que si je le veux, je le commande le pendule. Il tourne à droite, il tourne à gauche, il fait des croix. ah oui, mais ça tout à fait. Oui, oui, mais ça tout à fait. Alors que si je fais le vide dans mon esprit, il ne se passe absolument rien. Pourquoi? Eh bien, Voilà la question. Pourquoi? eh bien, tout simplement, bon, il est vrai que par la pensée, c'est pour ça qu'il faut être, quand on se sert du pendule, il faut arriver, ou d'une baguette, c'est pareil, il faut arriver, ça c'est un des premiers exercices, il faut arriver à être le plus neutre possible et avoir l'esprit le plus vide possible. Bon, eh bien moi je vais te raconter ma propre expérience, et tu vas très bien comprendre. Eh bien moi, pendant très longtemps, j'ai essayé de me servir d'un pendule, et sans aucun succès, ça n'a jamais marché. Alors ce qui fait que j'ai dû donc apprendre à développer ma sensibilité différemment. Notamment, j'ai parlé tout à l'heure que des personnes avaient la faculté d'utiliser leurs bras comme pendule. Bon, rassure-toi, mon bras ne fait pas le pendule, mais par contre j'arrive à détecter les variations des champs magnétiques et j'arrive à les analyser à partir de mon corps. Et puis un beau jour, sans que je m'explique pourquoi, j'ai fait une expérience avec le pendule et ça s'est mis à commencer à marcher. Alors ce qui fait que pendant très longtemps ça ne fonctionnait pas. Bon, je me sers d'un pendule maintenant, mais n'ayant pas développé dès le départ, ça me sert simplement d'appoint et sans plus. Alors il y a des personnes avec qui ce phénomène-là peut ne jamais marcher ou peut un jour se débloquer. Peut-être qu'un jour ça se débloquera. Non, mais tu sais, il serait temps que ça se débloque, hein, parce que vu l'âge que j'ai, ou alors il va falloir que je suive des cours en accéléré. Hein. Oui, non, mais je te dis, de toute façon, il y a des cas d'exception où effectivement ça ne fonctionne pas. Je te dis, moi, pendant très longtemps, pendant des années, j'ai fait des tas d'expériences. Quand j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, bon, ben, je me suis résigné. Et puis un beau jour, eh bien, longtemps après, j'ai voulu faire un essai parce que tout simplement parmi les amis que j'ai évidemment des radiesthésistes, des géobiologues. Et puis j'en ai un que j'ai eu soigné, avec qui je suis devenu ami et qui est un des meilleurs en France. Et il m'a dit, il n'y a pas de raison, il faut que tu te débrouilles. Alors il m'a donné le pendule et puis fatalité, ça s'est mis à marcher. Alors il a été surpris, moi le premier, il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça fonctionne. J'ai dit, mais moi le premier, je suis surpris, ça n'a jamais marché jusqu'à maintenant. Alors il faudrait peut-être que quelqu'un vienne bien me montrer comment ça marche. Bah, je vais te dire, le fait, il était curieux parce que j'avais plus essayé depuis très longtemps. Là, j'ai essayé, ça va marcher. Et depuis, ça fonctionne. Seulement, il est évident que d'entrée, je n'ai pas poussé mon étude très poussée là-dedans. Oui, mais moi non plus. Oui, non, mais je veux te dire que lorsque je fais de la recherche ou quoi, je me fais aider d'un pendule, c'est vrai, mais il est que secondaire. Pourtant, tu sais, je sais faire quelques petites bricoles, les motettes, les brûlures, les oui, fruits, mais il faut etc. pas tout, Quoi. attention, mais il ne faut pas tout mélanger. Mais là, oui, mais attention, il ne faut pas tout mélanger. Ne l'oublie pas. Bon, les maux de tête, tu peux le faire soit par magnétisme, et ça, j'en fais quelque chose. Je suis moi-même magnétiseur, donc oui, ça, c'est malheureux que je ne le sache pas. Nous parlons le même langage. Voilà, mais tu peux également le faire aussi par ce qu'on appelle des conjurations.
Une conjuration, c'est une formule. Oui, En général, voilà. c'est de la magie, là. Ah, c'est différent quand même. Oui. Disons, c'est une formule qui est généralement apprise à des moments précis de l'année, notamment le vendredi saint en principe, et en principe à 12 heures tapantes, donc c'est pas n'importe quelle heure, mais bon, il y a aussi d'autres journées. Ce sont des formules qui sont apprises et qui fonctionnent. Moi, tout récemment, on vient de m'en apprendre deux formules que je ne connaissais pas. Une c'est pour l'estomac et puis une deuxième aussi. Donc, et on m'a appris un vendredi saint à 12 heures. Ah. Voilà. Donc maintenant j'ai 2 cordes de plus à mon arc. Très bien, chef. Et alors ça, ce sont des formules, je dirais que tout le monde peut faire, mais pas tout le monde ne peut les apprendre. Mais est-ce que quelqu'un pourrait m'apprendre, me montrer, si je fais des conneries, s'il y a quelque chose qui ne va pas, quand j'essaye de me servir d'un pendule ou d'une baguette? Parce que je suis plus ou moins, enfin je suis parigot, mais je suis plus ou moins originaire de Normandie. Le coudrier, c'est-à-dire le noisetier, on connaît. Donc les baguettes de noisetier, les baguettes de sourcier, on connaît. Je suis foutu de m'en servir. Et là, il faudrait que tu rencontres un radiesthésiste ou un géobiologue qui ait le temps de t'expliquer, de t'apprendre, ou alors essayer de te renseigner, voir s'il n'y a pas des cours qui sont donnés. Je sais qu'il doit y en avoir dans la région, mais je dois avouer que je ne me suis jamais trop occupé de ça, donc il doit y en avoir qui donnent des cours. Toi, tu l'as hérité, toi, c'est autre chose, toi. Je vais te dire, mais bon, il s'est révélé très tardivement chez moi, mais je devais l'avoir, mais là... Tu es tombé dedans quand tu étais petit, toi. Oui, bon, c'est comme Obélix, je suis tombé dans la potion magique. Tout à fait. Et depuis, je n'en sors plus. Voilà. Et bien voilà, essaye de trouver quelqu'un qui puisse t'apprendre. Je n'en connais pas, c'est pourquoi je m'adressais à toi. Eh bien là, moi, je ne pourrais pas t'apprendre d'abord parce que je n'ai pas le temps. Et puis la radiesthésie, j'ai beaucoup de choses à apprendre, donc je dois avouer qu'il vaut mieux t'adresser vers des plus grands spécialistes que moi dans ce domaine-là. Je me débrouille très bien, c'est vrai, mais pas suffisamment, et je n'ai pas le temps pour le faire non plus. Je fais beaucoup trop de recherches pour ça. Voilà. Ok, chef. Je te remercie. Merci. Allez, ciao. Allez, au revoir. On va continuer. Alors après cette petite explication sur la façon de se servir d'un pendule, eh bien nous allons revenir un petit peu à notre feng shui, tout ça. Mais oui, en Chine, on retourne en Chine. On va retourner encore en Chine. Je sais qu'actuellement tu fais pas mal de recherches, puisque tu prépares toi-même une émission sur le dragon, tout ça. Oui, qui est le dragon, qui est un symbole des forces occultes, un symbole donc énergétique, oui. Et qui est très très cher pour les Chinois d'ailleurs. C'est vraiment un symbole de puissance, notamment plutôt axé vers le bien que vers le mal. Mais c'est un symbole très très puissant pour eux, oui. Notamment, l'empereur se sert de ce symbole pour justement régner et faire dominer un petit peu la puissance. Eh bien, il se trouve aussi en Chine que, par exemple, eh bien, quand on bâtit des immeubles ou autres, eh bien, on fait attention à cette fameuse porte de sortie du dragon et on voit des fois des immeubles avec un trou au milieu. C'est tout simplement parce qu'à cet endroit, il y a, on pourrait dire, une énergie tellurique qui converge, qui est très perturbante. Et comme on sait cela, eh bien, à cet endroit-là, on ne fait pas ni d'appartement, ni de bureau. Parce qu'on sait très bien que si on les ferait à cet endroit-là, les gens ne seraient pas bien, ou ne dormiraient pas bien, ou ne pourraient pas travailler correctement. Et on voit ça en Chine. En Chine, ils y sont encore... Bien sûr, à moins d'avoir une certaine protection, notamment certains symboles, notamment le dragon. Je pense que c'est suivant quel type d'énergie tellurique on a à faire, lorsqu'il y a combinaison, par exemple, entre un cours d'eau qui passe dessous, c'est beaucoup plus fort là. Voilà, automatiquement, si par exemple tu as un puits, par exemple les puits, voilà, eh bien il faut savoir qu'un puits dans une maison, c'est pas bon. Bien sûr. Mais le pire, c'est surtout quand le puits est bouché, c'est-à-dire bouché par une simple dalle de béton. Eh bien, il faut savoir que là, on a un phénomène qu'on appelle un phénomène dit de pompe à chaleur qui se fait. C'est-à-dire que tu as une pression qui va augmenter. La pression en augmentant va créer une chaleur. Cette chaleur va dilater l'air qui est contenu dans le puits, et cet air, évidemment, va se mettre à sortir par toutes les fissures possibles et imaginables qu'elle va trouver. Seulement, en sortant, elle va arracher et emporter avec elle tout ce qui est champignons, tout ce qui est parasites et autres, eh bien, toutes les bactéries... de maladies peut-être. Voilà, tout ce qui est source de maladies, donc bactéries et autres. Et on a fait des calculs, et on s'est rendu compte qu'un puits, par exemple, de 12 mètres de profondeur, pouvait polluer une maison jusqu'à peu près le 6e étage.
Ah oui, c'est vraiment incroyable. Et maintenant, bien sûr, le phénomène peut être amplifié en fonction de certains éléments. Oui. Voilà. Mais en règle générale, on a calculé que c'était à peu près jusqu'à 6 mètres, jusqu'au 6e étage, qu'une maison ou un immeuble peut être pollué. Donc tu vois un simple puits qu'il peut faire. Ouais. Et lorsque tu as par exemple une galerie qui est bouchée, et ça, pour quelqu'un qui est sensitif, par exemple, vous allez dans le Vieux-Hier, eh bien, vous inquiétez pas que vous allez repérer les endroits vite fait. Là où il y a une galerie bouchée, vous allez voir, il y a certaines parties dans le Vieux-Hier, je ne dois peut-être pas les citer, mais enfin, je ne citerai pas les noms des endroits, mais où par exemple, les gens s'engueulent facilement, sont très irritables, tout ça. J'ai fait des recherches là-dessus. Et c'est dû en partie à cause de ça. Bien sûr. Parce que ça agit sur le stress. Ça augmente le stress. L'énervement, bien sûr. Exactement. Et ça, c'est toutes des choses qu'il faut savoir. Tout à fait. Comme l'eau stagnante. Je connais de nombreux coins dans la région. C'est vrai qu'ils ne sont pas très géniaux. La semaine dernière, dans l'émission de radio qu'on a fait sur la Provence, j'en profite pour le dire, cette émission sur la Provence a eu un vif succès puisque quelques jours après seulement, eh bien, Monsieur Henry a reçu déjà de nombreuses lettres de personnes qui lui demandaient donc des recettes. Ah, c'est formidable. Voilà, elle a eu cette émission sur la Provence a eu vraiment un très très vif succès et je tiens à rassurer les auditeurs, nous en ferons d'autres. Donc voilà un petit peu comment ça se passe les choses. Et ces hauts lieux d'énergie, bon là je parle de négatif, mais on a des hauts lieux positifs. Par exemple, je parlais de la Provence. Eh bien, en Provence, tout près d'ici, on a un endroit qui s'appelle Pépiole. C'est une petite chapelle qui, je crois, date du 4e ou 5e siècle, je me souviens plus bien. Elle est très ancienne. Eh bien, il y a une source qui passe en dessous. Et ça, j'en ai eu confirmation par celui qui la garde. J'y suis allé une fois avec mes appareils notamment, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait des relevés et j'ai pu donc délimiter l'emplacement exact de cette source qui coule dessous. Où se situe Pépiole, excusez-moi? Alors, Pépiole se situe sur la route qui mène du côté de Sanary, par là. Ah oui. Quand on sort de l'autoroute, on prend direction la Seine, Sifour. Et là, on arrive sur un grand rond-point et on tourne direction Sanary. Et puis, à un moment donné, il y a Pépiole, une petite chapelle de rien du tout, qui est insignifiante en apparence, mais qui est extrêmement puissante vibratoirement. Voilà, disons, des zones comme ceci peuvent, évidemment, si vous êtes énervé, eh bien, vous allez à cet endroit-là, vous verrez, même si vous ne savez pas détecter ça, votre corps, lui, saura le faire. On se recharge en énergie positive, donc. Et on élimine, on met à la terre, on pourrait presque dire, toutes les tensions nerveuses dues, entre autres, à l'électricité statique, parce qu'il faut savoir que le stress est en grande partie dû à l'électricité statique. Lorsqu'il y a un orage, par exemple, eh bien, les gens sont nerveux, les mouches piquent, les animaux sont excités. Pourquoi? Parce qu'il y a cette électricité statique qui va agir sur les cellules, en saturant le corps d'électricité statique et en empêchant le corps de respirer en fait. Et lorsqu'il se met à pleuvoir, est-ce que tu as jamais remarqué que quand il se met à pleuvoir, de suite on se sent apaisé, calme? Tout à fait, oui. Eh bien tout simplement parce que l'eau dégage... On se purifie. Voilà. Et moi je vais te donner l'explication purement scientifique, parce que l'eau dégage des ions négatifs. Et les ions négatifs, c'est... Négatif et négatif? Non, c'est une question de polarité là. Ah voilà. Parce que tu as la cellule, son enveloppe est positive, son noyau est négatif. Alors, lorsque tu vas émettre un ion positif par exemple, eh bien le ion positif va automatiquement rebondir sur l'enveloppe de la cellule qui elle-même est positive, comme un aimant. Tandis que, et ça c'est l'électricité statique qui provoque les ions positifs. Oui. Tandis que les dégagements d'eau, par exemple, vont dégager des ions négatifs. Et ces ions négatifs, qui sont eux aussi chargés d'oxygène, vont être absorbés par la cellule, parce que l'enveloppe est positive. Donc l'enveloppe positive va absorber l'ion négatif, et automatiquement va permettre à l'oxygène de pénétrer dans la cellule et de pénétrer dans le sang. Et ainsi, par le sang, eh bien, on va se réoxygéner. Bien sûr. Voilà comment ça fonctionne. Par exemple, quand on se coiffe, qu'on a les cheveux électriques, oui. Ça vient de là alors? Ça vient de là. Eh oui. Alors là, ce qu'il faut faire, bon... Se couper les cheveux, non quand même. Non, surtout pour une femme. C'est tellement beau les cheveux longs. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je crois que les cheveux longs, c'est très sensible là, au niveau de la réception énergétique. Eh bien là, je peux te dire encore quelque chose d'autre. Par exemple, dans les traditions anciennes, tous les grands initiés, les grands prêtres, en général, avaient la barbe et les cheveux longs. Est-ce que tu sais pourquoi? Bien sûr. Un petit peu. Ah bon, un petit Comme Samson peut-être, non? Ça vient pas de là? Le mythe de Samson? Exactement, le mythe de Samson vient tout à fait de là. Mais c'est pas pour rien que je t'ai choisi comme partenaire. Et voilà. Alors, tout simplement parce que dans les cheveux, comme dans la barbe, dans les poils en fait, eh bien, ce sont des capteurs d'énergie.
mais des capteurs d'énergie. Et quand on atteint un certain plan d'ouverture d'esprit, ouverture des chakras entre autres, eh bien ça devient un plan de conscience. C'est-à-dire qu'on va avoir accès, par ce biais-là, entre autres, à une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande conscience. Et c'est pour ça que les grands prêtres, que tu prennes par exemple les Vikings, tout ça, ou alors tu prends dans Astérix par exemple le barde, qui lui avait une inspiration dans un autre domaine, ou que tu prends alors sur le barde, enfin bref, celui celui qui avait préparé la potion, voilà exactement, j'ai perdu son nom, enfin bref, on est dans la bande dessinée maintenant. Et ils peuvent capter ces énergies spirituelles plus facilement. Bien sûr. Donc les cheveux, à ce moment-là, pour les grands prêtres, étaient importants comme la barbe. Donc mesdames, ne vous coupez plus les cheveux. Voilà, puis en plus de ça, c'est vrai, vous êtes si jolie avec des cheveux longs. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui préfèrent les femmes avec des cheveux longs, c'est vrai. En parlant de Gaulois, est-ce qu'il y a un rapport aussi avec le casque et les deux cornes? Exact. Il y a un rapport, j'allais y venir, tu m'as précédé, c'est très bien. Effectivement, il y a un rapport, parce qu'on pense, alors là, il y a deux possibilités. Une va chercher sa réponse très très loin dans le passé. Il semblerait qu'à l'époque des fameux grands initiateurs, on en retrouve des dessins partout dans le monde où on voit des robots avec des espèces d'antennes, tout ça. Alors on peut s'imaginer, je dis bien on peut s'imaginer, est-ce que c'est la vérité, je n'en sais rien, mais on peut se l'imaginer, qu'à l'époque il y avait des initiateurs qui peut-être avaient des moyens de communication. Alors là je vais en faire bondir plus d'un, notamment Jean qui doit nous écouter certainement. Mais il est probable que peut-être à cette époque-là, il y avait donc des êtres qui technologiquement étaient peut-être au moins aussi évolués que nous, peut-être davantage, et qui avaient peut-être des antennes quelque part, ou des appareils utilisant des antennes, des émetteurs-récepteurs. Et dans ce cas-là, la tradition a retenu en fait les pointes sous forme de cornes. Bien sûr. Et dans la tradition ésotérique, c'est vrai que les cornes passent pour être aussi des capteurs de pensée, notamment. Et au niveau de la géobiologie, par exemple, des recherches ont permis de voir que les antennes ont des pouvoirs émissifs en radionique, c'est-à-dire en ondes de forme extrêmement puissantes. Et ça, on les retrouve dans des cathédrales aussi, on les retrouve dans des sanctuaires, où on retrouve des objets ou des dessins. Il faut savoir qu'un simple dessin peut suffire à avoir un rayonnement. Voilà comment ça se passe. Ça. Voilà, et là, il y a encore bien des choses à dire. Tu parlais tout à l'heure des femmes. C'est peut-être pas pour rien que la femme est plus intuitive et plus sensible que l'homme. C'est parce que déjà, de par nature, et je ne dis pas ça pour faire plaisir aux femmes, mais parce que je le pense réellement et que j'en suis convaincu, de par nature, la femme a un avantage à ce niveau-là, l'intuition, la sensibilité. En plus de ça, la femme a tendance à avoir les cheveux longs. Donc naturellement, elle va développer encore davantage cette intuitivité. C'est pour ça que les femmes seront plus douées dans ce domaine-là, l'homme sera plus doué dans le domaine de la force physique, naturellement. Mais il peut y avoir... Les deux se complètent. Tout à fait, les deux se complètent. Il peut y avoir inversion aussi. J'ai connu des hommes extrêmement intuitifs et des femmes qui n'en avaient pas du tout. Oui, bien sûr. Donc, mais en règle générale, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Le temps tourne, mais il est déjà temps pour nous de faire une nouvelle pause. C'est vrai que ça passe très vite, malgré cette émission improvisée. C'est tellement intéressant. Voilà. J'espère que vous êtes intéressés. Et n'hésitez pas à nous appeler en direct des studios de Radioactive. Je vais vous donner le numéro de téléphone au 94 61 29 16. Et je vous rappelle que normalement, dans pas longtemps, notre invité va arriver. Alors, nous allons écouter nous allons écouter une musique très agréable, ma foi, vous allez le découvrir, je n'arrive pas à lire le nom. Alors, aujourd'hui, momentanément, en attendant notre invité, c'est les hauts lieux magiques et les grands sites d'énergie. Alors, nous sommes en plein dans les énergies, dans les lieux... En plein mystère. Hein. Voilà, en plein mystère, en plein paranormal, en attendant d'être dans la pensée positive. Alors... je sais que le sujet te passionne, on a parlé des cheveux, on a parlé des casques, des zones de forme, et tout ça, ça joue dans des sites d'énergie. Et l'esprit également aussi, même à la mort d'une personne, peut aussi modifier cette structure. Lorsqu'une personne meurt, tout ça, eh bien ça aussi, ça peut modifier ces hauts lieux d'énergie. Alors, que se passe-t-il exactement après le décès ? Je te vois arriver, toi. Oui, tu vas me parler des fantômes. Voilà, exactement. Je te vois arriver. Est-ce qu'on devient un fantôme après un décès, par exemple? Le sujet des fantômes, en fait, c'est une émission que je comptais aborder une de ces prochaines fois, où j'ai une documentation très importante là-dessus. Oh, ça va être passionnant. Voilà, mais là, vous découvrez les fantômes comme vous ne les avez peut-être jamais découverts, et en plus de ça, avec des appuis scientifiques derrière qui vous surprendront plus d'un. Mais bon, comment ça se passe? Eh bien, voilà.
on peut dire que lorsqu'une personne décède dans un lieu, elle a son propre champ magnétique qui va se libérer, et ça a été établi. D'ailleurs, tout biologiste vous dira qu'à la mort de cette cellule, à la destruction des cellules, il y a une libération d'énergie. Cette énergie est un champ magnétique, ce champ magnétique va s'imprégner dans la matière. Donc il peut être ou négatif ou positif. Ça dépend négatif, de la personne. Voilà, je pense négatif, quand par exemple en Écosse, nous avons des châteaux hantés. Donc ce serait plutôt des champs négatifs. Pourquoi est-ce qu'on les a pas en S? Voilà, c'était une blague que je t'ai fait. Ah, voilà, c'était un S. J'ai pas bien compris. Non, bon, c'est vrai que des fois j'ai tendance à faire quelques bonnes petites blagues histoire de réveiller l'atmosphère. Eh bien, pour l'Écosse, je vais te surprendre, puisque nous sommes dans les hauts lieux d'énergie. Eh bien, il semblerait que l'Écosse a un potentiel d'énergie d'un type très particulier et lié aussi à un état d'esprit. Les gens qui habitent l'Écosse, les Anglais sont très friands, c'est vrai, de tout ce qui est fantôme, tout ça. Tout à fait, oui. Et je pense que ce n'est pas pour rien que ça se trouve en Écosse. Parce que c'est vrai que les gens sont très friands de tout ce qui est fantôme, tout ça. Et il semblerait qu'il y ait un champ magnétique là-bas, sur ces rochers, qui favorise aussi ce phénomène-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de fantômes en Écosse que dans beaucoup d'autres endroits. C'est peut-être aussi parce que les fantômes trouvent un appui à la fois au niveau disons de l'acceptation du même, mais aussi du champ magnétique qui peut-être favorise leur implantation. Comme par exemple, on sait que lorsqu'il y a un puits, eh bien le puits, je t'ai raconté que ça dégageait un champ d'énergie qui pouvait être très perturbateur, eh bien un esprit, un fantôme, aura la facilité de s'y incruster. Parce que cette énergie va lui permettre de gagner de la force. Parce que un fantôme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une personne qui vient de décéder, et son esprit, au lieu de se libérer, il reste dans les environs. Voilà, tout simplement parce que cette personne-là n'est peut-être pas assez spirituellement évoluée, trop matérialiste. Trop matériel, oui. Et dans ce cas-là, on pourrait presque dire que son champ magnétique est trop lourd pour pouvoir se libérer à la mort. Alors ce champ magnétique lourd, eh bien, va planer et va s'imprégner dans la matière. Et ensuite va rayonner. De quelle façon il va rayonner? Eh bien, tout simplement... Bouger, par exemple, des objets, peut-être, non? Oui, alors ça, ce sont des manifestations. Moi, je vais te parler de la façon dont ça peut se manifester. Ça se manifeste tout simplement parce qu'il va y avoir une personne qui va catalyser cette énergie, qui va concentrer, je dirais, qui va réunir ce champ magnétique qui est dispersé. Il va le réunir. Tout simplement parce que cette personne qui a son propre champ magnétique va probablement combiner avec son champ magnétique une réunification de ce champ magnétique éparse et va lui permettre de se matérialiser, d'apparaître. Alors ça peut aller d'un simple frôlement, d'un simple frisson. Là-dessus, je pourrais te raconter des cas assez surprenants, mais ça peut aller jusqu'à des apparitions purement et simplement. D'où ce grand voile blanc comme... voilà, bon. Alors évidemment, le fantôme, comme vous le voyez, comme Gasper, le fantôme, tout ça, oui, ça c'est de l'imagerie populaire. Mais il faut balayer cette imagerie populaire. C'est comme les petits hommes verts. On parle extraterrestre et de suite c'est les petits hommes verts. Ça aussi c'est des imageries populaires qu'il faut aussi balayer. Non, les fantômes, en 80, si je ne me trompe pas, c'était en 84, eh bien Roger-Luc Marie, que j'ai eu le plaisir d'avoir ici sur le plateau de Radioactive, eh bien a participé en tant que reporter à l'expédition de Jean-Yves Kajga et dans le fameux château où se trouve Lucie. Tu as dû entendre parler de Lucie le fantôme. Oui, oui, oui. Bon, c'est, je crois, un baron qui a un château. Un baron un peu excentrique, mais certainement un type très sympathique. Eh bien, il y est allé avec son équipe. Et là, ils ont vu une lumière qui s'est manifestée. J'ai les documents à la maison. Et avec ça, un énorme bruit, un énorme cri. Enfin, scientifiquement, ça a été démontré que c'était comme si on avait plongé un micro dans de l'eau pendant de longues secondes, ce qui est tout à fait impossible parce que il y aurait un court-circuit et ça aurait éclaté instantanément. Or là, ce bruit qui a été enregistré, c'est l'équivalent de ça. Bon, n'ayant pas les connaissances techniques, je ne pourrais pas donc donner des précisions là-dessus, mais en gros, c'est ce qui s'est passé. C'est comme si ce bruit qu'on aurait, comme imaginez une lampe qui éclate, on a un clac. Eh bien, imaginez que ça soit un clac, mais qui se fait pendant de longues secondes, ce qui est impossible. Donc on a un support physique, on sait expliquer ce bruit. Ce qu'on ne sait pas expliquer, c'est comment ce bruit a pu durer aussi longtemps. Alors est-ce que c'est ça la manifestation d'un fantôme? Après tout, on vit dans un monde matériel. Pourquoi pas? Moi j'imagine que s'il y a des manifestations, elles ne peuvent être que d'ordre matériel, par le support d'autre chose. Et ce qui est intéressant de connaître,
c'est pas tant le comment, mais c'est le pourquoi. Et le jour où on sera capable de répondre au pourquoi, comment fonctionne un fantôme, le jour où on fera l'émission sur un fantôme, je vous l'expliquerai. Vous allez être surpris. Mais quant à dire pourquoi un fantôme existe, ça, je crois que le jour où on répondra à cette question, on répondra peut-être à la question de savoir si Dieu existe réellement. Bien, ça va être intéressant. Hein. Oui, j'attends d'avoir, parce que j'ai écrit un article là-dessus. Là, ça va être même révolutionnaire. J'ai une amie qui est en train de me le mettre au propre, et quand il sera au propre, donc quand j'aurai tous les éléments en main, je ferai cette émission. Et je peux vous garantir que là, on sera dans le paranormal en même temps que dans la physique, mais de haut niveau. Donc tu vois, dans ces hauts lieux d'énergie, eh bien, par exemple, on est dans les fantômes, allez, on va y rester encore quelques instants. Ah oui, eh bien, c'est tellement passionnant. Oui, il y a par exemple des sites où les fantômes, après une bataille, sont demeurés là, et régulièrement, à date fixe, ils réapparaissent. Ouais. Peut-être que la mort était peut-être un peu trop brutale. Est-ce que ça a peut-être un rapport? Ah, automatiquement. Ça a automatiquement un rapport. Et donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Mais bon, on va en rester là pour les fantômes. C'était pas tant le sujet d'aujourd'hui, mais ça en fait partie quand même. Ouais. Donc, dans ces hauts lieux d'énergie, eh bien, il faut savoir que l'eau, les puits, les galeries ont une influence. Les temples, lorsqu'ils étaient bâtis, par exemple à Delphes, eh bien, il y a un énorme puits. Alors, on pense que la Pythie de Delphes devait utiliser l'énergie de ce puits qui était là pour pouvoir avoir l'inspiration. Et c'est peut-être comme ça qu'elle avait ces flashs de voyance qui étaient quelque part fabuleux. Et des personnes ont été sur place. Un jour, peut-être, aurai-je l'occasion, qui c'est peut-être avec mon équipe, de pouvoir aller tester un site comme Delphes. Et il paraît que là, on a un champ magnétique d'une puissance qui est colossale. Et avant Delphes, c'était un ancien lieu où il y avait des mégalithes, à ce qu'il paraît. Donc tu vois, on a démoli les mégalithes pour ensuite installer un temple. Et dans beaucoup d'autres endroits, on a démoli des temples pour ensuite bâtir des cathédrales. Un jour, probablement, peut-être que malheureusement, on démolira des cathédrales pour bâtir Dieu sait quoi, bien sûr, comme on dit. Mais ça sera toujours sur ces mêmes points. Alors par contre, il faut savoir aussi une chose. Est-ce que tu penses que ces sites sont immuables? Je ne peux pas te dire là. Eh bien, je vais te dire, il arrive parfois que ces sites ne sont pas immuables et que le champ magnétique se dévie en fonction de l'année. Il y a des endroits comme ça où il y a cette particularité. Eh bien, un coup, un champ d'énergie passe d'un côté, et après, il se dévie au fil de l'année, et il peut se dévier, et ensuite se replacer de nouveau. Ça, ce sont des champs d'énergie instables. On ne sait pas expliquer le phénomène. On pense que c'est dû peut-être à des influences lunaires, solaires. Actuellement, le Soleil, par exemple, subit de très fortes poussées. On dirait qu'il tousse littéralement. Et à ce niveau-là, on peut le supposer fortement. Voilà.